n'ont pas exilé un empereur. Ils ont libéré un monstre. Capri, 26 après Jésus-Christ. Le vent de Méditerranée portait à la fois le parfum du jasmin et une odeur de pourriture, tandis que les vagues mordaient les falaises calcaires d'une île appelée à devenir la prison la plus célèbre de Rome. Sur 12 miles carrés de paradis, l'homme le plus puissant du monde devait trouver le salut, ou damner son âme à jamais. Le matin où Tibère monta sur la dernière galère qui le conduirait à Capri, Rome retint son souffle. Les sénateurs chuchotèrent des prières de soulagement. Les citoyens comptèrent leurs pièces, se demandant si la retraite de l'empereur annoncerait la paix ou le désastre. Aucun ne comprit qu'ils assistaient à la naissance d'une légende si sombre que 2 millénaires plus tard, les historiens en débattraient encore. Tiberius Claudius Nero, un nom comme une prophétie. Claudius, le boiteux, Nero, le fort. Un homme fendu en deux, devoir et désir, honneur et horreur. Imaginez-le, grand pour son temps, épaules taillées par des années sous le poids du bouclier sur les champs germains. Son visage était une carte de blessures anciennes. Une cicatrice au-dessus de l'œil gauche laissée par une lance barbare, une autre le long de la mâchoire, souvenir d'une chute en pleine charge de cavalerie. Mais ce sont ses yeux qui racontaient la vraie histoire. Froid, calculateur, les yeux d'un homme qui avait vu trop de morts pour les craindre encore, trop de trahison pour accorder sa confiance. Auguste l'avait façonné comme une lame, affûtée, mortelle et fragile. 22 ans de campagne, 9 ans à gouverner les provinces les plus turbulentes, chaque victoire payée de sang romain, chaque paix signée sur des cadavres romains. Tibère était l'arme parfaite de Rome. Or, les armes ne gouvernent pas, elles tuent. Et puis, il y avait Auguste lui-même, le beau-père divin, l'empereur d'or qui avait transformé la République en empire en prétendant que rien n'avait changé. De la soie sur de l'acier, du miel sur du poison. 45 ans à gouverner en faisant croire à tous qu'il vivait encore en République, tout en s'inclinant devant un dieu. Mais les dieux vieillissent, puis les dieux meurent. Quand Auguste rendit son dernier souffle en 14 après Jésus-Christ, il laissa derrière lui un empire qui ne savait plus fonctionner sans lui. Le Sénat n'était plus qu'une troupe de théâtre feignant de gouverner. Le peuple, un public accro au pain et au jeu. L'armée, une machine dont la raison d'être était de conquérir, non de protéger. Dans ce vide s'avança Tibère, un général qu'on pria de devenir empereur, une arme qu'on exigea de voir gouverner, un homme dressé à détruire à qui l'on demanda de créer. Pendant 11 ans, il essaya. Par les dieux, comme il essaya. Il coupa dans les dépenses impériales, fortifia les défenses provinciales, réforma la justice. Compétent, implacable, efficace. Tout ce qu'Auguste avait exigé de lui. Mais Rome ne voulait pas de compétences. Rome voulait du théâtre. Le Sénat le détesta. Il pleura la grâce quasi divine d'Auguste et maudit l'efficacité administrative de Tibère. Ils rêvaient d'un souverain dieu souriant qui salue pendant qu'eux jouaient à leurs intrigues. Ils eurent un soldat qui lisait chaque dossier, questionnait chaque dépense, se souvenait de chaque offense. Le peuple le détesta aussi. Auguste lui avait offert des spectacles, des jeux qui duraient des semaines, des courses de chars faisant trembler le Circus Maximus, des naumachies dans des amphithéâtres inondés. Tibère lui offrit des budgets à l'équilibre et de la discipline militaire. Un remède amer quand on voulait du vin doux. Mais par-dessus tout, l'aristocratie, ces vieilles familles qui régnaient avant César et qui avaient survécu à Auguste en ployant comme des roseaux, le haïssaient. Car Tibère voyait clair. Il connaissait leurs dettes, leurs manigances, leurs trahisons murmurées. Et à la différence d'Auguste, qui jouait aux échecs politiques, Tibère traitait la trahison comme une maladie. Il l'amputait. 25 après Jésus-Christ, l'année où tout se brisa. Lucius Aelius Sejanus, préfet de la garde prétorienne, conseiller le plus proche de Tibère, son ami. Si Tibère était l'épée de Rome, Sejanus en était le poison. Lisse quand l'empereur était rugueux, charmeur quand Tibère restait froid, adoré là où son maître inspirait la crainte. Depuis 8 ans, Sejanus semblait le parfait subordonné. Il avait regroupé la garde prétorienne dans un camp unique aux portes de Rome, au nom de l'efficacité. Il en avait augmenté les effectifs, au nom de la sécurité. Il avait placé ses hommes au nœud du pouvoir, au nom de la loyauté. Tibère, soldat génial, fut aveugle au coup d'État qui prenait forme dans son ombre.
Puis vinrent les morts. Drusus, fils et héritier de Tibère, emporté par une maladie en 23. Germanicus, neveu et fils adoptif de l'empereur, empoisonné en Syrie en 19. L'un après l'autre, les successeurs possibles furent frappés par fièvre, accident, maux mystérieux. Les modernes discutent les preuves, les anciens reconnaissaient l'odeur du poison. Dans chaque chuchotis du Sénat, un nom revenait, Séjanus. Tibère, pourtant, continua de faire confiance. Malgré l'instinct, malgré les augures, malgré les signes, il fit confiance parce qu'en 57 ans, Séjanus fut le seul homme à ne jamais rien lui demander, sinon la permission de servir. Cette confiance faillit détruire le monde. À la veille de 26, Séjanus tenait la garde prétorienne, influençait le Sénat, commandait la loyauté de la moitié de l'aristocratie. Empereur en tout, sauf de nom. Il ne lui manquait qu'une chose, que Tibère disparaisse. Pas mourir, disparaître. Laisser le vieil homme se retirer dans une villa lointaine où il jouerait au philosophe, tandis que Séjanus gouvernerait Rome. Le laisser s'effacer, pendant que des mains plus jeunes guideraient l'Empire. Alors, l'artiste entra en scène. Séjanus entreprit de briser la volonté de régner de Tibère. D'abord de petites choses, des rapports arrivant un jour trop tard, des audiences qui s'entrechoquent, des sénateurs empêchés lorsque l'empereur les convoque. Il ne mentit jamais. Il sélectionna les vérités qui peignent Rome en nid de vipères et Séjanus en seul serpent honnête. Jour après jour, rapport après rapport, il bâtit dans l'esprit de Tibère une cage de soupçons. Épuisé par 11 ans d'ingratitude, l'empereur commença à croire que Rome se porterait mieux sans lui. L'hiver de 25 scella l'affaire. Une conspiration bien réelle mêlant sénateurs et membres de la famille impériale. Détails flous, conséquences limpides. Procès, exécution, haine accrue contre un empereur qui voyait de la trahison partout, parce qu'elle était partout. Parce que Séjanus s'était arrangé pour qu'elle le soit. Capri fut proposé. Belle, isolée, facile à défendre. Un lieu de repos pour l'empereur. Le temps que son fidèle préfet gère la paperasserie. Tibère accepta. L'homme le plus puissant du monde signa son propre exil. Printemps 26. La galère impériale fendit les brumes vers une île paradisiaque qui fonctionnerait comme un purgatoire. Capri surgissait de la mer Tyrrhénienne comme un rêve calcaire. Falaises blanches couronnées d'oliviers, grottes qu'avait sculptées la houle depuis des millénaires, villas juchées au bord du ciel. Auguste aimait y séjourner. Tibère vint s'y retrancher. La suite impériale qui débarqua ce matin d'avril comptait des centaines d'âmes, prétoriens, esclaves, scribes, cuisiniers, médecins, astrologues, philosophes, un gouvernement miniaturisé transplanté sur 12 miles carrés de beauté isolée. Les premiers mois, tout sembla fonctionner. Tibère gouverna par lettres et messagers, ses décisions filant jusqu'en Bretagne et en Égypte, debout sur des terrasses qui dominaient villages de pêcheurs et routes marchandes. Il restait César, il restait Auguste, le même pouvoir, un meilleur soleil, moins de sénateurs. Mais l'isolement est une drogue. La première dose apaise, la deuxième enivre, la troisième asservit. L'hiver venu, Tibère lisait déjà moins de dépêches. Au printemps suivant, il ignora les requêtes des gouverneurs. En 28, l'homme qui jadis micro-gérait un empire passait ses journées à lire les Grecs et ses nuits à scruter les étoiles. Le plus puissant ermite du monde avait trouvé sa grotte. Que devient le pouvoir lorsqu'on cesse de l'exercer ? Il ne s'évapore pas, il métastase. Tibère détenait toujours une autorité absolue sur 60 millions d'êtres, mais il l'appliquait de façon de plus en plus arbitraire. Un mot venu de Capri pouvait lever une armée ou raser une cité, au rythme des humeurs, des peurs ou de l'ennui. Les signes de la dégradation vinrent lentement, puis d'un coup, des jours entiers sans parler, rivés à la mer comme s'il attendait des messages des morts. D'autres jours, des colères pour des vétilles, un plat raté, une lettre en retard, un esclave trop prompt ou trop lent. Le général qui commandait des légions ne commandait plus qu'une île. Il y régnait comme un petit dieu. Tous les plaisirs disponibles, toutes les volontés satisfaites, toutes les limites dissoutes. Pour la première fois, Tibère était totalement libre. Le résultat fut terrifiant. Ici, il faut marquer une pause méthodologique.
La quasi-totalité de ce que nous savons des mœurs de Tibère à Capri vient de récits rédigés des décennies après sa mort, par des sénateurs et des lettrés qui avaient 1000 raisons de le haïr. Tacite, Suétone, Cassius Dion écrivent pour des publics qui se souviennent d'un tyran ayant fait exécuter leur père et grand-père pour lèse-majesté. Et, dans l'historiographie romaine, accuser un empereur impopulaire de débauche sexuelle était presque un passage obligé. Caligula fut soupçonné d'inceste, Néron de matricide et d'exhibitions obscènes, Commode de ridicule gladiature. Le motif est si régulier que les modernes y reconnaissent davantage de la propagande que du fait. Nous ne possédons aucun témoignage neutre contemporain. Pas de lettres de serviteurs horrifiés, pas de rapports de visiteurs, pas d'archives officielles détaillant les crimes allégués. Les détails les plus salaces, y compris ceux impliquant des mineurs, n'apparaissent que chez des auteurs tardifs, quand Tibère ne pouvait plus se venger. Cela ne blanchit pas l'empereur. L'esclavage et certaines pratiques aujourd'hui réprouvées étaient, hélas, socialement tolérées, et un pouvoir sans contrôle favorise les abus. Mais l'image d'un pédocriminel sadique orchestrant des orgies de cruauté relève très probablement de la légende politique. Les légendes se moquent toutefois des nuances. Ce qu'on sait avec certitude est ceci. Tibère gouverna depuis Capri pendant 10 ans sans remettre les pieds à Rome. Il glissa d'un administrateur dur mais capable à un reclus paranoïaque qui jugeait sur rumeur et punissait par caprice. Ce que les Romains crurent et voulurent croire fut bien plus viscéral. La Villa Jovis, l'aigle perché au-dessus des falaises où l'empereur se serait abandonné à des appétits inavouables, des théâtres secrets où l'on humiliait des prisonniers, des dîners où le spectacle était la souffrance des condamnés, une obsession sécuritaire faite de goûteurs, d'astrologues, de détecteurs de poison. Au cœur de tout, l'idée qu'il avait trahi sa mission. Aux frontières, des barbares pressaient. À Rome, des conjurés intriguaient. Et César, disait-on, jouait à l'écart sur une île privée. Si l'on retire la fange, le tableau devient plus tragique. Tibère n'était sans doute pas un sadique jubilant, mais un homme brisé. 57 ans à son arrivée à Capri, toute une vie donnée à un empire qui ne l'a jamais aimé. Il avait pacifié la Germanie, gouverné la Syrie, administré Rome avec une efficacité qui ne suscita ni gratitude ni affection. Sa femme Vipsania, l'unique amour de sa vie, lui fut arrachée pour raisons politiques et donnée à un autre. Son frère Drusus était mort jeune en Germanie. Son fils adoptif Germanicus avait été empoisonné en Syrie. Son fils Drusus, le jeune, avait disparu à Rome dans des circonstances troubles. Ceux en qui il avait confiance le trahirent. Ceux qu'il promut conspirèrent. Ceux qu'il aima moururent. À Capri, Tibère n'était plus un empereur. C'était un fugitif, non pas de Rome, mais du poids d'un monde qui exigea tout sans jamais rien rendre. Pendant que l'ermite régnait au large, Séjanus devenait empereur en tout, sauf de nom. Il contrôlait l'accès à Tibère, filtrait les messages, réécrivait les réponses. Il plaça ses créatures partout, élimina les rivaux par procès, exil, voire accident. Il persuada le Sénat qu'il les protégeait de la paranoïa impériale et persuada Tibère qu'il le protégeait des complots sénatoriaux. Tous lui firent confiance parce qu'ils se craignaient davantage entre eux. En 29, on lui rendit des honneurs d'ordinaire réservés à l'empereur. Statues dans les théâtres et les temples, anniversaires célébrés publiquement, louanges à la chaîne. Il ne lui manquait qu'un prétexte pour franchir le dernier pas. Il en oublia un point. Croire que la retraite de Tibère équivalait à une abdication. Il se trompait. Loin des regards, le réseau d'informateurs de l'empereur continuait d'acheminer des nouvelles par des canaux que le préfet ignorait. Lentement, Tibère recomposa le puzzle. Mort, opportune, promotion savamment biaisée, isolement systématique des fidèles, mise en scène d'une peur réciproque entre Sénat et palais. Le général n'avait pas oublié son art. Vaincre par la feinte, la patience, puis frapper au moment parfait. Toute l'année 30, Tibère tendit le piège. De Capri, il couvrit Séjanus d'éloges, d'honneurs, de titres. Le préfet se détendit, étendit ses réseaux, pensa la transition. Un doux retrait pour le vieil empereur, une régence pour les jeunes héritiers, un Sénat reconnaissant. Il ne vit pas la lame. Le 18 octobre 31, la preuve qu'on peut faire des mathématiques avec des monstres. Le Sénat se réunit comme à l'ordinaire.
Séjanus entra en toge prétexte, escorté d'une foule de courtisans avides de marcher le plus près possible du pouvoir. On annonça une lettre de Tibère, encore une, louant la fidélité du préfet et de nouveaux honneurs. Il s'assit, confiant. Mais la missive que lut Naevius Sutorius Macro, qui avait secrètement remplacé Séjanus à la tête des prétoriens, n'était pas celle qu'on attendait. Elle commença par des formules convenues, puis glissa. Des réserves, des doutes, des griefs, enfin des accusations. Trahison, conspiration, rébellion. Lorsqu'elle se tut, la curie resta pétrifiée. À des centaines de milles, depuis une île de roche, Tibère venait de décapiter son propre bras droit. Séjanus chercha du regard les amis qui l'encensaient la veille, il ne trouva que des nuques fuyantes. Le pouvoir est plus fluide que l'eau et s'évapore plus vite que l'alcool. Macro fit un signe. Les gardes avancèrent. Le maître officieux de Rome fut arrêté comme un malfaiteur. En quelques heures, Séjanus mourut. En quelques jours, ses partisans moururent. En quelques semaines, sa famille. En quelques mois, son nom fut martelé des pierres. Tibère prouva que la distance n'entrave pas la vengeance, que l'isolement n'empêche pas l'autorité, et que la confiance rompue se rembourse, intérêt composé. Ce ne fut que l'ouverture d'une symphonie de sang. La paranoïa, endormie sur Capri, se réveilla volcanique. Si Séjanus, l'ami, le conseiller, avait trahi, alors tous trahiraient. Les procès commencèrent aussitôt. Toute créature du préfet, tout bénéficiaire de sa faveur, toute bouche qu'il avait louée risquait la mort. Très vite, la purge déborda. Sénateurs critiques, aristocrates trop riches, auteurs trop nostalgiques de la République. Le droit céda à la terreur. Une dénonciation envoyée de Capri devenait une sentence capitale à Rome. Un horoscope défavorable, une preuve. Une parole imprudente, un crime. Des centaines périrent, disent les estimations modernes. Sénateurs, chevaliers, familles, affranchis, esclaves, tous pris dans le filet, coupables ou non. Rome apprit à chuchoter. Les dîners devinrent des exercices de neutralité. Les lettres se rédigèrent comme si l'ennemi les lirait. Il les lisait. On apprit aux enfants à ne pas prononcer le nom de leurs parents en public. La cité qui débattait sur le forum passa à l'ombre. La dissidence devint silence. La résistance, indifférence étudiée. Et, tout du long, Tibère demeura sur son rocher, distribuant les morts comme des bulletins météo. De 32 à 37, l'ultime acte d'une tragédie qui ne savait plus son propre sujet. Après Séjanus, Tibère ne confia plus jamais de pouvoir durable à un seul homme. Il gouverna par cercles changeants de conseillers, d'espions, de bourreaux, les dressant les uns contre les autres avec le doigté d'un maître manipulateur et l'angoisse d'un malade. L'Empire, pourtant, tourna à peine. Les gouverneurs gouvernaient, les légions gardaient, les impôts arrivaient. Mais Rome était une coquille vide, capitale d'un prince absent dont les ordres tombèrent par bouffées et exigeaient une obéissance sans logique. Les récits, vrais, enjolivés ou inventés, décrivent un homme qui troqua son humanité contre une sécurité illusoire. On jure qu'il ne faisait confiance à personne, même pas aux goûteurs, qu'il changeait chaque nuit de villa, de lit, selon des patterns connus de lui seul, que ces dernières années nourrissent les pires rumeurs. Ici encore, prudence, ces histoires viennent d'auteurs tardifs sur des scènes privées dont les témoins auraient risqué la mort en parlant. Plus probablement, ces derniers jours furent faits de solitude épaisse, entourés de serviteurs terrifiés, de gardes soupçonneux, de conseillers qui lui disaient ce qu'ils pensaient qu'il voulait entendre. Tibère devint le prisonnier parfait de sa propre puissance. Le 16 mars 37, Tibère mourut comme il avait vécu ces dernières années, seul, méfiant, entouré de gens qui comptaient les minutes les séparant d'une célébration discrète. Officiellement, maladie, sans doute pneumonie ou défaillance cardiaque. Il avait 77 ans, affaibli depuis des mois. Les auteurs romains greffèrent, bien sûr, du drame. Suétone raconte un voyage de retour avorté vers Rome. Tacite suggère que Macro hâta la fin pour verrouiller la succession. D'autres insinuent un bref rétablissement suivi d'un étouffement discret par des domestiques paniqués. Naturel, assisté, provoqué, qu'importe. Le plus réticent des empereurs trouva enfin la paix qu'il n'eut jamais en 23 ans de règne. À Rome, la nouvelle devança le corps. Les réjouissances, elles, ne patientèrent pas. Tibère laissa un empire militairement sûr, financièrement solide et politiquement traumatisé.
Il avait tenu les frontières, rempli le trésor et terrorisé l'élite. Son successeur, Caligula, petit-neveu de Tibère et fils du bien-aimé Germanicus, fut accueilli en sauveur, promis à rendre sa dignité au principat et à tourner la page sanglante. En quelques mois, Rome regretta la tyrannie compétente de Tibère. La folie de Caligula fit paraître la paranoïa de son prédécesseur presque raisonnable. Mais déjà, la légende de Tibère le monstre s'était gravée dans la pierre. Le général capable devenu tyran, l'administrateur rigoureux devenu absentéiste hédoniste, le vieil homme solitaire transformé en ogre dépravé. Comme toujours, l'histoire préféra le mensonge dramatique à la vérité complexe. Alors, que s'est-il vraiment passé à Capri ? Tibère fut-il le monstre des récits ou seulement un homme brisé exerçant un pouvoir absolu avec un jugement vacillant ? Honnêtement, nous ne pouvons pas trancher. Les sources sont biaisées, l'évidence contaminée, la distance temporelle trop grande. Ce que l'on peut dire, c'est ceci. Tibère fut un homme placé devant des choix impossibles et qui prit des décisions de plus en plus mauvaises sous une pression insoutenable. Il hérita d'un système dépendant d'une autorité quasi divine, mais qui le traita comme un pis-aller. Il régna sur des sénateurs qui exigeaient le respect tout en préparant sa perte, et sur des citoyens qui voulèrent la protection tout en méprisant les moyens. Les accusations sexuelles qui fondent sa mauvaise réputation sont très probablement grossies, voire fabriquées. Sa paranoïa finale, elle, était sans doute rationnelle. On complotait réellement, la conspiration de Séjanus en témoigne. Tibère ne fut ni l'administrateur modèle vanté par quelques-uns, ni le démon absolu peint par ses ennemis. Il fut plus dangereux et plus tragique, un homme fondamentalement correct, corrompu par la toute-puissance et détruit par l'isolement absolu. C'est là que la leçon déborde des musées. Ce n'est pas un vieux ragot pétrifié, c'est maintenant. Les palais insulaires ont changé d'adresse. Compound ceinturé, avions privés, messagerie chiffrée, vitrines soigneusement mises en scène. Les mécanismes ont évolué. Les effets, non. L'isolement engendre toujours l'excès. Le pouvoir érode toujours l'empathie. Le secret invite toujours la cruauté. Et, plus inquiétant, les citoyens voient rarement ce que cachent ces espaces. Devant nous, des discours polis, des conférences, des éléments de langage. Dessous, des décisions, des privilèges, des actes que nous ne verrons jamais. Les appels sont filtrés. Les voix discordantes sont amorties. Les accords se scellent à huis clos. L'addition, elle, est payée loin du pouvoir par des invisibles. Alors, Tibère fut-il calomnié ? Fut-il monstrueux ? La question importe moins que la dynamique qui l'a broyé et qui nous entoure encore. Ce qui fait le plus peur n'est pas l'orgie de légende, ce sont les décisions ordinaires passées sous silence. Qui est puni ? Qui est protégé ? Qui reste invisible au système ? La colère, s'il en faut une, devrait viser l'opacité. La peur, s'il en faut une, devrait viser ce que des décideurs sans compte à rendre peuvent faire quand personne ne peut les arrêter. Les remèdes n'ont rien de spectaculaire. Transparence, contre-pouvoir, présence dans la pièce de gens qui préfèrent le bien commun à leur confort. Ce n'est pas glamour, mais c'est vital. Jugez Tibère si vous le souhaitez, mais n'imaginez pas que l'histoire finit avec ses os. La même mécanique marche encore, drapée de costumes, de uniformes et d'écrans. Parce que nous voyons si peu, le pire peut prospérer très longtemps. La seule vraie question est peut-être la suivante. À quelle villa Jovis moderne sommes-nous prêts à demander de la lumière et qui aura le courage d'ouvrir les fenêtres ?